êtes sur i24 News. Merci d'être avec nous, avec moi sur ce plateau. Cyril Amar, bonjour. Et Dror Even-Sapir, bonjour à vous. Bonjour Nathalie. Merci d'être avec moi sur ce plateau. On commence tout de suite par la revue de presse du Moyen-Orient. Et on commence ce matin, Cyril, avec ces révélations du Maariv israélien. Une banque israélienne inscrite sur la liste noire de la banque allemande Deutsche Bank. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la plus grande institution financière allemande. Encore une affaire de boycott qui nourrit les commentaires ce matin. Nathalie, il faut croire que pour la troisième plus grande banque du monde, la Deutsche Bank, avoir une activité bancaire en Cisjordanie et faire du commerce d'armes nucléaires, eh bien c'est blanc bonnet. Bonnet blanc, peut-on lire ce matin dans les colonnes du journal conservateur Maariv. La plus grande institution financière allemande, la Deutsche Bank, on vient de le dire, vient en effet de retirer la banque Hapoalim, la banque israélienne, d'un nouveau plan d'investissement. Un produit financier qualifié d'éthique et conçu pour des clients à l'âme sensible, soucieux de ne pas voir leur argent utilisé à des fins immorales. Alors la banque israélienne Hapoalim, qui vous le voyez sur cette image, caracole en tête de cette liste noire, suivie de près par des entreprises impliquées dans la confection de mines ou encore dans la fabrication d'armements nucléaires. Bref, tout cela fait dire à l'éditorialiste du Maariv, Ben-Dror Yemini, que le boycott anti-israélien, c'est tout simplement une maladie chronique. Si pour l'heure, les campagnes n'ont pas de réelle incidence sur l'économie israélienne, écrit Ben-Dror Yemini, eh bien, l'État hébreu demeure toutefois impuissant face à cette maladie. Et le journaliste de conclure, il faut se méfier des maladies chroniques car elles peuvent rapidement se transformer en maladies incurables. Et pour ses lecteurs anglophones, le quotidien Jérusalem Post publie, lui, de très larges extraits de l'allocution du Premier ministre israélien devant les présidents des principales organisations juives américaines. Elles étaient réunies hier à Jérusalem. Un Netanyahou qui, vous allez le voir, n'a pas mâché ses mots pour fustiger les campagnes de boycott anti-israélien. Il est temps, a-t-il dit, que ceux qui prônent le boycott soient pris pour ce qu'ils sont vraiment, à savoir des antisémites notoires dans des habits neufs. Il faut délégitimer ceux qui nous délégitiment. Il est temps de contre-attaquer. Alors devant le même parterre, le ministre des Finances Yair Lapid s'est montré lui plus nuancé. Le monde, a-t-il dit, conduit par les États-Unis, commence tout simplement à perdre non seulement sa sympathie, mais aussi sa patience à l'égard d'Israël. L'échec des pourparlers avec les Palestiniens serait dévastateur pour l'économie israélienne et pour les relations israélo-américaines. Fin de citation. Voilà, et on reviendra sur ce discours de Benjamin Netanyahou d'ici quelques instants avec vous, Dror. En attendant, John Kerry, le secrétaire d'État américain, rencontrera demain à Paris Mahmoud Abbas. Oui, Nathalie, c'est ce que j'apprends ce matin à la lecture du Haaretz. Sous la plume de son correspondant diplomatique, le journal de gauche nous explique que la rencontre n'était pas prévue et que John Kerry tentera toutefois d'obtenir le feu vert du président palestinien à un accord cadre avec Israël. L'information du journal israélien qui coïncide d'ailleurs ce matin avec celle du journal palestinien Al-Quds, le journal proche du pouvoir, qui annonce par la voix de Dan Shapiro, Dan Shapiro c'est l'ambassadeur des États-Unis en Israël, eh bien tout simplement qu'un accord cadre important pourrait être signé entre Israéliens et Palestiniens dans les prochaines semaines. Allez, on poursuit avec cette drôle d'affaire. L'Iran qui se serait procuré des pièces détachées pour ses avions de chasse grâce à des trafiquants d'armes israéliens. La boucle est bouclée. Oui, les révélations ont d'abord été faites par nos confrères grecs du quotidien Katimerini, mais elles sont largement relayées ce matin par les quotidiens israéliens et par le journal Israël Hayom. Voilà des années qu'Israël exhorte le monde à alourdir ses sanctions contre l'Iran, mais cela visiblement n'a pas empêché des trafiquants d'armes israéliens de tenter de vendre à l'Iran des pièces détachées pour ses avions de chasse de type Phantom 4, écrit le journal. Une transaction qui, selon le quotidien, se serait déroulée en deux phases, l'une en décembre 2012 et l'autre en avril 2013. Mais ça, c'était avant que les autorités grecques ne confisquent in extremis la cargaison, avant qu'elle ne puisse être envoyée vers l'Iran. Donc c'était il n'y a pas très longtemps. On referme cette revue de presse avec une image qui a retenu ce matin votre attention. Oui, la photo du jour, selon moi, c'est celle-ci. On la doit à notre consoeur de la CNN. Vous allez voir, Ala Gorani, qui l'a postée sur son compte Twitter. L'image est relayée ce matin par le Yediot Ahronot et met en scène Marwan, 4 ans, un enfant syrien retrouvé seul dans le désert de Jordanie, près de la frontière syrienne. Une errance qui met en lumière le drame des réfugiés syriens. Le petit Marwan avait perdu en route la trace de sa famille et poursuivi son chemin. Il a été retrouvé avec pour seul butin un sac en plastique. Il a été retrouvé donc par une équipe de la Haute Commission des réfugiés de l'ONU. Mais rassurez-vous, Nathalie, l'issue fut heureuse puisque Marwan a retrouvé finalement ses proches après sa longue traversée du désert. Et voilà. Merci Cyril. Je me tourne à présent vers vous, Dror. On va revenir rapidement sur ce discours de Benjamin Netanyahou hier soir à la conférence des présidents à Jérusalem. On doit retenir quoi de ce discours ?
Écoutez, d'une part, et Cyril en a parlé longuement, les appels de Benyamin Netanyahou contre les tentatives de boycott. Alors ce qui est intéressant, c'est que le Premier ministre israélien s'est surtout attardé sur l'organisation BDS, Boycott des investissements sanctions, qui est effectivement une organisation radicale, extrémiste, très anti-israélienne. Le Premier ministre israélien est allé jusqu'à parler d'antisémitisme. Dans certains cas, pour le BDS, c'est effectivement, on peut dire que c'est effectivement le cas. Par contre, il est resté très discret sur les initiatives de boycott partiel. Le BDS prône un boycott total de l'État d'Israël, territoire par territoire. Effectivement, le BDS délégitimise l'existence même de l'État hébreu. Alors que la banque allemande, la Deutsche Bank, dont nous a parlé Cyril, ou d'autres coopératives ou d'autres syndicats qui prônent, eux, un boycott tout à fait partiel et qui critiquent surtout la politique menée par Israël dans les territoires de Cisjordanie, ce n'est pas tout à fait la même chose. Par contre, pour Benyamin Netanyahou, il s'agit de délégitimer l'ensemble des campagnes de boycott, qu'elles soient partielle ou totale, en insistant sur l'aspect le plus radical, parfois le plus caricatural de cette campagne de boycott, et en prenant pour cible donc le BDS, dont on sait à quel point c'est une organisation extrémiste. Et puis un mot sur l'Iran, peut-être, avant de passer au dossier israélo-palestinien. Pour une fois, Benyamin Netanyahou et le guide suprême du régime iranien, l'ayatollah Khamenei, se rejoignent. Aucun des deux ne pense que les négociations qui vont reprendre aujourd'hui à Vienne n'aboutiront à un accord. C'est un pessimisme qui rend Benyamin Netanyahou optimiste, si vous voyez ce que je veux dire. Et le dossier israélo-palestinien, il n'y a pas eu de nouveauté non plus dans les propos de Benyamin Netanyahou? Non, pas vraiment. Il a insisté, c'est effectivement son cheval de bataille, sur la reconnaissance par les Palestiniens d'Israël comme État juif. Par contre, ce qui est peut-être un peu nouveau, parce que je crois à mon sens que c'est la première fois qu'il s'exprime aussi clairement sur son refus de voir des troupes de l'OTAN déployées éventuellement dans ce qui pourrait être un futur État palestinien. Merci Dror, restez avec nous. Tout de suite, un rapide rappel des titres de ce mardi 18 février. Et c'est la reprise aujourd'hui des négociations sur le nucléaire iranien à Vienne avec les grandes puissances. Et notez cette déclaration hier de l'ayatollah Ali Khamenei. Pour lui, les négociations sur le nucléaire ne mèneront nulle part. Une déclaration qui jette un froid. Mohamed Javad Zarif, ministre iranien des Affaires étrangères, lors d'une réunion avec Catherine Ashton, a lui donné le ton. L'Iran ne renoncera pas à son droit au nucléaire. Et plus tôt dans la journée d'hier, Mehdi Sanaé, ambassadeur de la République islamique à Moscou, a annoncé que l'Iran négociait la construction par la Russie d'un nouveau réacteur, et ce en échange de pétrole. La Russie qui est entre autres le principal constructeur de la centrale de Boucher. Le président palestinien Mahmoud Abbas et le chef de la diplomatie américaine John Kerry se rencontreront demain à Paris. Les deux hommes poursuivront les échanges entamés ces dernières semaines sur les négociations de paix avec Israël. John Kerry, qui est d'ailleurs attendu dans la région à la fin du mois pour y proposer un projet d'accord. Le mot est dit à l'ONU. Pour les Nations Unies, les atrocités commises sous le régime de Kim Jong-un en Corée rappellent celles commises par les nazis et leurs alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans son rapport, l'équipe d'enquêteurs de l'ONU a donc décidé de menacer de poursuivre devant la Cour pénale internationale plusieurs responsables nord-coréens, y compris le président Kim Jong-un. Shimon Peres sera-t-il le dernier président israélien? Ça coûte de l'argent, c'est inutile, c'est trop symbolique ou encore trop protocolaire. Voilà ce qui se murmure dans les rues israéliennes. Quoi qu'il en soit, le mandat de Shimon Peres expirera en juin prochain. La course à sa succession est déjà lancée avec deux récents développements, Dror. Effectivement, alors le premier n'est pas vraiment une surprise, il concerne Binyamin Ben Eliezer, que l'on surnomme Fouad en Israël. C'est l'un des politiciens les plus anciens en Israël. C'est même, je crois, le doyen de la Knesset. C'est un travailliste, un ancien général d'origine irakienne. Et il est officiellement candidat depuis hier. Les députés de son parti, le Parti travailliste, ont signé. Vous savez que pour se présenter aux élections présidentielles, un candidat doit rassembler 10 signatures de députés, 10 signatures sur les 120 membres de la Knesset. C'est le cas donc pour Binyamin Ben Eliezer, depuis hier officiellement candidat aboudé par son parti, le Parti travailliste. Et puis un autre développement, il concerne un candidat qui lui n'est pas un homme politique, il s'appelle Dan Schertman. Dan Schertman
est un scientifique de renommée internationale puisqu'il a remporté le prix Nobel de chimie en 2011. Et Dan Schertman, voilà, on voit les images. C'est dommage que moi je ne puisse pas les voir sans tourner ma tête. Mais bon, on espère que la régie va arranger ça dans les secondes qui viennent. Dan Schertman, donc, prix Nobel de la paix en 2011, candidat aux élections présidentielles. Voilà, c'est fait. Merci beaucoup la régie. Et voilà, Dan Schertman a dit avant-hier, dans une interview. Reconcentrez-vous, allez-y, on est ensemble, on y va. Voilà, il a parlé de la culture en Israël. Il a dit que pour l'élévation de l'âme, eh bien, on avait besoin d'artistes de toutes sortes, d'écrivains, de cinéastes, de chanteurs. Et il a rajouté cette petite phrase qui va peut-être lui coûter la présidence, de chanteurs pas seulement d'origine orientale. Alors, bien évidemment, Dan Schertman a le droit de ne pas aimer ce qu'on appelle la musique orientale en Israël. Vous savez, c'est la variété plus ou moins arabisante que l'on entend souvent à la radio avec des stars comme Eyal Golan, comme Kobi Perez. Bon, apparemment, Dan Schertman, c'est pas sa tasse de thé musicale, mais c'est quand même un sujet sensible en Israël. On ne plaisante pas, ou alors on réfléchit longuement avant de s'exprimer sur la place ou le manque de place de chanteurs d'origine orientale ou d'origine ashkénaze. Déjà que Dan Schertman avait... Quand on sait que le président doit représenter l'union de la population. Exactement. Vous avez raison d'insister sur ce point-là. Le président en Israël est un personnage qui doit effectivement représenter toute la société israélienne dans toutes ses composantes. Il faut qu'il soit consensuel. Et là, Dan Schertman, avec ce genre de propos, eh bien, s'éloigne du consensus. Alors, Dan Schertman, Benjamin Fouad Ben Eliezer, ce pas les deux seuls candidats en lice. Alors, on va voir un graphique sur les candidats. Les candidats déclarés, pour l'instant, ils sont au nombre de 4. Dan Schertman, dont on a parlé, Benjamin Ben Eliezer, on en a parlé également. Dalia Dorner, qui n'est pas une femme politique, c'est une juge, ancienne juge à la Cour suprême. Elle a motivé sa candidature en disant que si elle ne s'était pas présentée, eh bien, il n'y aurait pas eu de candidate à ce poste de président de l'État. Et c'est peut-être un motif tout à fait respectable. Et puis Reuven Rivlin, ancien président de la Knesset, et c'est un poste aussi qui se rapproche un petit peu de celui de président, parce que là aussi, lorsqu'on est président de la Knesset, eh bien, on doit représenter tout le Parlement israélien au-delà de ces différences partisanes. Reuven Rivlin est un homme politique du Likoud, là aussi l'un des vétérans de la politique israélienne. Ça, ce sont les candidats déclarés. Vous avez également des candidats dont on parle qui ne sont pas officiellement déclarés. Sylvan Shalom, ministre actuellement dans le gouvernement, ministre chargé du développement régional de la Galilée et du Negev. Uzi Lando, ministre du tourisme, l'un des vétérans du Likoud. Sylvan Shalom aussi est l'un des dirigeants du Likoud. Uzi Lando n'est plus au Likoud, il est au parti d'Avigdor Lieberman. Et peut-être aussi l'ancien ministre des Affaires étrangères, David Levy, mais c'est de moins en moins probable. Et l'ancienne présidente de la Knesset, Dalia Itzik, mais là aussi, ses chances sont assez faibles. Alors, il y a beaucoup de prétendants pour un poste qu'on dit très protocolaire et finalement très peu utile. C'est les dernières déclarations de la rue israélienne. Effectivement, on peut s'étonner du fait que tant de personnalités veuillent succéder à Shimon Peres, puisque, et vous avez eu raison de le dire tout à l'heure, il y a même des projets de loi actuellement en cours d'examen à la Knesset pour annuler purement et simplement ces fonctions de président. En Israël, un président qui est élu pour 7 ans, eh bien, il doit représenter encore une fois toute la société israélienne, il doit être une figure consensuelle, et effectivement, son rôle est essentiellement protocolaire. Mais cette fonction protocolaire, eh bien, elle varie en fonction de la personnalité qui arrive à la présidence de l'État, parce qu'avec Shimon Peres, on n'a pas vraiment eu un président qui s'est contenté d'inaugurer les chrysanthèmes selon la formule consacrée, puisque Shimon Peres, eh bien, il est Shimon Peres, il avait toute la légitimité en quelque sorte à s'exprimer et il l'a fait à plusieurs reprises et ça a agacé Benjamin Netanyahou et d'autres personnalités politiques. Il s'est exprimé sur des questions qui ne sont pas forcément consensuelles, notamment sur les modalités d'un règlement du conflit israélo-palestinien. On sait que c'est un sujet qui lui tient à cœur. Vos pronostics sur le successeur de Shimon Peres. Alors c'est très difficile à ce stade-là. Alors déjà il faut rappeler que le mandat de Shimon Peres s'achève en juin et que les élections devraient avoir lieu en avril-mai et ce sont les 120 membres de la Knesset qui vont se prononcer. Ce n'est pas une élection au suffrage universel, ce sont les députés à un bulletin, ce n'est pas un vote à main levée, c'est un vote secret qui vont voter. Alors c'est très difficile. En tout cas, la seule pronostic à peu près certaine, c'est que ce sera probablement l'un des députés actuels. Pourquoi ? Parce que les députés ont tout intérêt à voter pour l'un des leurs, parce qu'après il y a un jeu de chaises musicales qui fait que lorsqu'un député est élu président, il quitte la Knesset, lorsqu'il est ministre, il quitte bien évidemment ses fonctions ministérielles, et donc pour en tout cas
les députés de la coalition, ça peut être intéressant de monter dans la hiérarchie gouvernementale ou dans la hiérarchie de la coalition. Ces intérêts politiciens, ils ont quand même eu des conséquences assez dramatiques il y a quelques années lorsque Moshe Katsav a été élu. Moshe Katsav, dont on sait où il a terminé, il est actuellement en prison pour viol. Et à l'époque, il l'avait remporté sur Shimon Peres. Alors on pense ce que l'on veut de Shimon Peres, mais je crois qu'aujourd'hui, il y a un consensus sur le fait qu'il est une personnalité, qu'il a été un bon président et qu'il a été une personnalité beaucoup plus apte à occuper ses fonctions que celle de Moshe Katsav. Très rapidement, Dror, il va faire quoi? Shimon Peres, il part à la retraite? Écoutez, c'est un jeune homme de 90 ans. Ne parlez pas de retraite pour Shimon Peres, c'est un mot qui n'appartient pas à son vocabulaire. Il sera actif, il y a même des rumeurs comme quoi il pourrait revenir à la vie politique. C'est peu probable, mais il sera actif. Merci Dror. À suivre, on parlera d'une mini-révolution, les narguilés qui seront bientôt interdits dans les cafés jordaniens. Tenez-vous bien, c'est au nom de la lutte anti-tabac. On en reparle tout de suite. Retour sur le plateau du Morning d'I24 News. Je vous emmène à Jérusalem, Mont du Temple ou esplanade des mosquées. La seule appellation de ce lieu fait déjà polémique. 14 hectares situés au-dessus du mur occidental à Jérusalem, le lieu le plus sacré du judaïsme, troisième lieu saint de l'islam. I24 News est allé à la rencontre des irréductibles défenseurs de ce lieu que chacun considère sien et indivisible. Reportage. Quand Arabes et Israéliens rêvent de paix, voilà leur plus grand obstacle. Une colline de la taille de 18 terrains de football, l'épicentre d'innombrables affrontements sanglants. Le mont du Temple à Jérusalem, Har-Habayit pour les Juifs, ou Haram al-Sharif, l'esplanade des mosquées pour les musulmans. C'est là qu'aurait eu lieu le sacrifice d'Isaac, mais aussi d'ici serait monté le prophète Mahomet vers le ciel. Une colline qui est secouée jour après jour par le choc de visions inconciliables. Une colline où s'affrontent les extrêmes. Yehuda Etzion a 62 ans. Dans les années 80, il a fondé un groupe terroriste de 27 membres. Il est responsable d'attentats à la voiture piégée contre des leaders palestiniens dont 2 ont été grièvement blessés. Mais son plan principal était de faire sauter le dôme du rocher. Le Shabak, service secret israélien, a réussi à démanteler ce groupe à temps. Et Etzion a fait 5 ans de prison. À sa libération, Etzion a changé de tactique. Il a décidé de préparer les plans du 3e temple avec l'aide d'architectes. 22 ont refusé l'offre. Le 23e architecte, Yoram Ginsburg, a accepté de relever le défi. Celui qui contrôle Jérusalem contrôle toute la terre d'Israël. On ne peut pas contrôler la terre d'Israël. Pour moi, c'est comme si on était en Ouganda. Tant que nous n'aurons pas le mont du Temple, Jérusalem et la Judée-Samarie, c'est comme si nous n'étions jamais revenus. Je pense que, en fait, au fond de leur conscience, au fond, ils connaissent la vérité. Ils savent que ce sont des voleurs. Ils savent qu'ils nous ont dérobés. Ils savent que la période islamique sur le mont du Temple touchera à sa fin. Le moufti de Jérusalem, Mohammad Husseini, est la plus haute autorité islamique locale. Une attaque contre la mosquée Al-Aqsa déclencherait une explosion de colère, pas seulement à l'échelle du Moyen-Orient, mais dans le monde entier. C'est l'un des lieux qui déclenche le plus de passion pour 1,5 milliard d'êtres humains. Une poudrière, le terrain d'un face-à-face éternel, d'une bataille pour un héritage millénaire. Et voilà, un reportage à suivre dans son intégralité cette semaine sur I24 News et sur notre site internet en VOD, i24news.tv. Dror Even Sapir, lieu de toutes les convoitises, lieu saint, indivisible, une poudrière, une zone qui fait l'objet de négociations entre les Israéliens et les Palestiniens en ce processus de négociation. Écoutez, pas pour l'instant, parce que bon, on sait peu de choses sur les négociations en cours, si ce n'est qu'elles sont enlisées très probablement. En tout cas, les dossiers les plus sensibles, comme le statut de Jérusalem, et plus particulièrement celui du mont du Temple ou esplanade des mosquées, eh bien,
elles seront abordées dans une seconde, voire troisième, voire quatrième phase des pourparlers, lorsque les autres problèmes seront réglés ou feront l'objet d'un accord entre Israéliens et Palestiniens. Ça fait partie des dossiers les plus explosifs. Mahmoud Abbas s'est récemment exprimé sur la question en disant qu'il ne voulait pas de séparation physique dans Jérusalem, pas de mur ou de frontières physiques ou de barbelés entre ce qui resterait, dans son option, en tout cas dans sa vision, ce qui resterait la capitale d'Israël, Jérusalem-Ouest, et ce qui deviendrait, encore une fois, dans son optique, la capitale d'un futur État palestinien, Jérusalem-Est. Maintenant, la vieille ville de Jérusalem, et plus précisément le mont du Temple, devrait faire l'objet, selon Mahmoud Abbas, encore une fois, d'une gestion commune. Bien évidemment, au niveau israélien, on ne veut pas en entendre parler, et on insiste pour maintenir la souveraineté sur cette zone, une souveraineté qui n'est pas entièrement israélienne, puisque, encore une fois, et nos spectateurs pourront le voir dans le reportage qui sera de Henriette Zimmerman qui sera diffusé aujourd'hui, eh bien, c'est une institution religieuse musulmane, le Waqf, qui gère le mont du Temple ou l'esplanade des mosquées. Il faut rappeler que le mur d'alimentation se situe en contrebas, donc tout cela est très, très complexe. Qui gère d'une main de fer, hein. Les mesures de sécurité sont toujours aussi strictes? Elles sont toujours aussi strictes parce que la hantise des services de sécurité israéliens, c'est que des émules de Yehuda Etzion que l'on vient de voir ou d'autres extrémistes, eh bien, on arrive à mettre à exécution leur projet qui serait peut-être de lancer un missile ou de perpétrer un attentat sur cette zone. Et là, ça pourrait déclencher une avalanche de réactions dans tout le monde musulman. C'est peut-être l'endroit au monde, Nathalie, le plus surveillé et avec une sévérité dont on a du mal à imaginer. On ne sait pas tout sur les mesures de sécurité qui sont déployées autour de cette zone. En tout cas, elles sont très, très strictes. Les Israéliens ne veulent rien laisser au hasard. Merci Dror Even Sapir pour vos interventions de ce matin. On va tout de suite passer au rappel des titres. Et c'est la reprise aujourd'hui à Vienne des négociations sur le nucléaire iranien avec les grandes puissances. Notez cette déclaration hier de l'ayatollah Ali Khamenei. Pour lui, les négociations sur le nucléaire ne mèneront nulle part. Une déclaration qui jette un froid. Mohammad Javad Zarif, le ministre iranien des Affaires étrangères, a déclaré quant à lui lors d'une rencontre avec Catherine Ashton, l'Iran ne renoncera pas à son droit nucléaire. Et puis plus tôt dans la journée d'hier, Mehdi Sanaé, ambassadeur de la République islamique à Moscou, a annoncé que l'Iran négociait la construction par la Russie d'un nouveau réacteur en échange de pétrole. La Russie qui est, vous le savez, entre autres le principal constructeur de la centrale de Boucher. Le président palestinien Mahmoud Abbas et le chef de la diplomatie américaine John Kerry se rencontreront demain à Paris. Les deux hommes poursuivront les échanges entamés ces dernières semaines sur les négociations de paix avec Israël. John Kerry qui est d'ailleurs attendu dans la région à la fin du mois pour y proposer un projet d'accord. Le mot est dit à l'ONU. Pour les Nations Unies, les atrocités commises sous le régime de Kim Jong-un en Corée du Nord rappellent celles commises par les nazis et leurs alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans son rapport, l'équipe d'enquêteurs de l'ONU a menacé hier de poursuivre devant la Cour pénale internationale plusieurs responsables nord-coréens, y compris le président Kim Jong-un. C'est une mini-révolution et c'est Betsabé Salem qui va nous en parler. Bonjour Betsabé. Bonjour Nathalie. Comment allez-vous? Ça va. Alors qu'on soit clair, ça va avoir du mal à passer dans les sociétés traditionnelles jordaniennes. Les sacro-saints narguilés sont en passe d'être bannis des cafés jordaniens d'ici à la fin de l'année. Oui, aussi, ils luttent contre le tabac. Tout à fait. Alors d'abord, un petit backup, Nathalie. Le narguilé, c'est donc cette pipe à eau qui nous vient d'Iran, chicha en arabe. Alors pour la petite histoire, le mot narguilé, qu'on emploie en Europe, nous vient de narguil qui signifie... Je vous le donne en mille. Noix de coco, voilà, parce que les premiers récipients en fait utilisés pour fumer le tabac étaient des noix de coco. Et quand le tabac est arrivé à grande échelle au Moyen-Orient, il y a quelques siècles déjà, eh bien, on a commencé à fumer régulièrement ce narguilé dans les cafés. Donc aujourd'hui, on estime le nombre de fumeurs de narguilé à travers le monde à 100 millions. Et oui, principalement en Asie, en Afrique et bien sûr au Moyen-Orient. Direction la Jordanie, donc, où des milliers d'habitants tirent dessus. Chaque jour, une loi donc anti-tabac avait été votée en 2008, mais elle n'avait jamais été mise en application. Et oui, on est bien au Moyen-Orient. Le gouvernement a décidé de s'y atteler. La chicha va donc être interdite d'ici la fin de l'année. On regarde en image. Le gouvernement vient de décider de révoquer d'ici la fin de l'année la licence aux quelques 5000 établissements qui proposent à leurs clients la chicha.
En Jordanie, l'usage de la pipe à eau est solidement ancré dans les traditions, si bien que cette interdiction du narguilé dans les restaurants et cafés a déclenché un tollé. Fumeurs et gérants de café dénoncent une décision qui met en cause un style de vie, mais aussi une industrie qui pèse environ 1,5 milliard de dollars et emploie 12 000 personnes. Le ministre du Tourisme a appelé à appliquer l'interdiction graduellement, en prenant en considération les enjeux commerciaux. Mais le ministre de la Santé, lui, déterminé à débarrasser la Jordanie du narguilé d'ici la fin de l'année, a affirmé que le gouvernement ne reviendrait pas sur cette décision. Les autorités avaient commencé à faire appliquer la loi contre le tabac en 2010, 2 ans après qu'elle a été votée. Elle reste néanmoins largement ignorée, y compris dans les locaux du gouvernement et des espaces publics tels qu'hôpitaux et écoles. La loi prévoit jusqu'à 1 mois de prison ou une amende allant de 21 à 35 $, une peine qui peut être alourdie à 6 mois de prison et 1 400 $ d'amende en cas d'infraction, comme dans un jardin d'enfants. Donc Nathalie, évidemment, sur place, on grogne, évidemment. Les gérants de café en priorité et de restaurants, donc en colère, expliquent que des milliers de personnes vont perdre leur emploi, d'autant que souvent on s'assoit à un café à Amman pour fumer et non pas pour manger. Et oui, c'est donc un passe-temps très, très populaire. La loi a donc du mal à passer. Comme vous nous l'avez expliqué dans ce sujet, il y va de la santé des Jordaniens. Tout à fait. Il faut savoir que la moitié des 7 millions de Jordaniens fument. On fume la chicha avec un thé à la menthe, en refaisant le monde, dans des vapeurs fruitées, pommes, fraises. Vous connaissez, il y a des dizaines de parfums. En Jordanie, on peut fumer une chicha dans un café ou un restaurant à partir de 4 $ et la pipe elle-même peut être achetée pour 11 $. Alors sur place, les fumeurs vous diront que l'interdiction de fumer le narguilé, eh bien, c'est le cadet de leurs soucis. Ils ont besoin plutôt de trottoirs, de routes correctes, de parcs et bien d'autres choses. Des deux mots, Betsabé, quel est le pire, la cigarette ou la chicha? Alors pour la santé, on va rappeler en tout cas qu'il y a 5000 cas de cancer qui sont enregistrés en Jordanie chaque année au centre de cancérologie du roi Hussein. On souligne qu'environ 40% de ces cancers sont liés au tabac. La lutte contre le tabac, c'est donc devenu une priorité en Jordanie. Pour les médecins, cette loi doit être appliquée sans délai. Et quant aux associations contre le tabac, eh bien, elles se félicitent d'une première étape vers l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Vous me demandiez une comparaison entre la cigarette et le narguilé. Alors le narguilé, dans ce cas-là, la fumée passe dans l'eau, vous savez, avant d'être aspirée par le tube. Donc ça va retenir en fait une partie des substances, la moitié, mais les substances nocives, les toutes petites particules qui sont absorbées, elles sont les plus nocives. Alors ensuite, vous avez toute une sorte de paramètres aussi qui rentrent en compte et qui donnent... Et du coup, on aspire plus. Alors évidemment, quand on fume la chicha, on inhale beaucoup plus qu'entirant sur une cigarette. Le volume d'une seule bouffée de chicha est 20 fois supérieur à celui d'une cigarette. En plus, une chicha contient beaucoup plus de tabac qu'une cigarette. Autre différence, toujours en défaveur du narguilé, eh bien, les séances de pipe à eau peuvent durer plusieurs heures. Environ, en tout cas, une demi-heure, 40 minutes. Ça peut aller jusqu'à 2-3 heures si vraiment vous avez le temps de flâner. Or, 40 bouffées d'une seule chicha intoxiquent autant que 2 paquets de cigarettes, 40 cigarettes. Conclusion, même si la comparaison en fait n'est pas très facile à faire, il est clair que l'effet filtre de l'eau est une illusion. Et puis dernier détail qui concerne les jeunes, le narguilé est dangereux aussi parce que les saveurs fruitées et très variées de la chicha peuvent faire oublier aux fumeurs ces dangers du tabac. On a l'impression que c'est naturel, toujours le narguilé, ça sent la pomme, ça sent la fraise, ça sent la menthe, mais en fait non, c'est vraiment du poison. Et en fait, pas du tout. Alors cette loi, c'est tendance en ce moment puisque plusieurs autres pays de la région ont également interdit la cigarette. Tout à fait. Alors prenez le Liban par exemple. Alors le Liban, le paradis des fumeurs, en tout cas jusqu'il y a encore quelques années. C'était là, pardon ? Pas seulement de cigarettes d'ailleurs. Oui, tout à fait. Alors c'était là où on pouvait travailler, dîner ou même se faire coiffer dans un nuage de fumée. Alors je lisais dans un blog hier, on peut virtuellement fumer partout. Le type qui prépare votre falafel fume, les employés des stations-service fument, la vieille de 85 ans qui retouche vos fringues au pressing fume, les enfants de 6 ans fument. Quand j'étais à Beyrouth l'été dernier, j'ai même vu un mec fumer une clope alors qu'il s'apprêtait à embarquer dans un avion. Fin de citation. Du coup, du point de vue de la santé,
un désastre. Le gouvernement libanais a été accusé de ne rien faire contre le tabagisme et pour cause, Nathalie, les sociétés de tabac sponsorisent les concerts, les programmes télévisés, les événements sportifs et les cigarettes sont parfois distribuées gratuitement. Quasiment autant de fumeurs qu'en Jordanie, 40% pour les hommes, presque autant pour les femmes. Et là aussi, on s'inquiète du narguilé. Bien sûr, le Parlement a approuvé il y a 2 ans une loi qui interdit de fumer dans les lieux publics fermés, hôpitaux, écoles, 20% des chambres d'hôtel. La loi a été appliquée dans les cafés et les restaurants l'année d'après, mais le hic, c'est que ces règles sont très souvent ignorées. À Gaza, cette interdiction, elle concerne en particulier les femmes, si je ne m'abuse. Tout à fait. Alors, sans beaucoup de surprises, là, on est en juillet 2010 et c'est le Hamas islamiste qui contrôle la bande de Gaza qui a interdit aux femmes de fumer le narguilé en public. Alors elles doivent se contenter de regarder et d'aspirer les vapeurs qui flottent dans l'air. Une décision qui a conduit de nombreux patrons de café à carrément fermer, à mettre fin à ce passe-temps populaire par des craintes de descente de police. Et puis puisqu'on est dans la région, je voudrais attirer votre attention sur un projet de loi israélien. Je ne sais pas si vous êtes au courand, Dror. Le texte interdit expressément de fumer dans les aires de jeu et à moins de 10 mètres d'une crèche. Un projet qui semble nécessaire en lisant les statistiques, puisque en 2011, on a relevé que plus de 60 enfants ont été envoyés à l'hôpital parce qu'ils avaient avalé un mégot de cigarette, ce qui est extrêmement dangereux pour les enfants. Pour les adultes aussi. Et en attendant, il faut continuer de jouer au chat à la souris auprès des toboggans parce que pour l'instant, le projet de loi n'a pas l'air d'avancer beaucoup. Ils n'ont pas l'air très très pressés à la Knesset. Et voilà, parce que les fumeurs passifs, eux aussi, ils en souffrent de tout ça. Merci beaucoup, Betsabe Salem, d'avoir été avec nous ce matin. À suivre dans votre morning, lutter contre la mafia en Israël. C'est toute une histoire, d'autant que certains clans utilisent des moyens parfois militaires pour se livrer une guerre sans merci. Restez avec nous, on en reparle dans quelques petits instants. Sur le plateau de votre morning. Avec moi ici Cyril Hamma, rebonjour, et Serge Dumont, merci à vous. On va parler ensemble dans quelques instants de la mafia israélienne. Juste avant, on fait un tour par l'Égypte. L'Égypte qui est confrontée à la menace terroriste la plus sérieuse depuis plus d'une décennie. Le pays est attaqué sur plusieurs fronts dans la péninsule du Sinaï, ça on le sait, mais aussi en Égypte continentale, dans le Delta et au Caire. Les groupes terroristes, notamment les groupes djihadistes, profitent, Cyril, du vide sécuritaire dans la région. Et oui, Nathalie, depuis le 3 juillet dernier, depuis la destitution du président Morsi, le président issu des Frères musulmans, eh bien, les attentats se multiplient en Égypte. Et l'attentat d'hier à Taba en est une ultime piqûre de rappel. C'est un défi de taille donc, pour les forces égyptiennes qui ont perdu, Nathalie, près de 300 membres depuis qu'ils ont déclaré la guerre au terrorisme. Mais également, c'est un défi pour Israël qui voit le djihad mondial se rapprocher de plus en plus de ses frontières. Alors, la plupart des attentats portent la même marque de fabrique, celui d'un groupe salafiste qui répond au nom de Ansar Bayt al-Maqdis, les partisans de Jérusalem, en français dans le texte, dont le macabre palmarès va, vous allez voir, s'afficher sur vos écrans. Alors, ce sont des attentats qui visent aussi bien des intérêts égyptiens que des intérêts israéliens. On va commencer par les intérêts égyptiens qui sont visés. Regardez les actions du Ansar Bayt al-Maqdis, la tentative d'assassinat la plus spectaculaire peut-être contre le ministre de l'Intérieur, Mohamed Ibrahim. L'assassinat a réussi cette fois-ci de Mohamed Mabrouk, qui était responsable du dossier des Frères musulmans au service de la sécurité nationale. L'attentat contre la préfecture du quartier de la Mansoura, on s'en souvient, c'était en décembre 2013 au Caire, et peut-être l'attentat le plus spectaculaire avec des armes, un attentat audacieux, vous allez le voir, c'est la destruction en vol d'un hélicoptère de l'armée égyptienne dans le ciel donc de la péninsule du Sinaï avec un lance-roquettes, des armes qui arrivent en masse en provenance de la Libye post-révolutionnaire. Alors les attentats
on le voit, qui vise des cibles égyptiennes, mais qui vise également des cibles israéliennes. On va le voir tout de suite. On se souvient en août 2011 de cette triple attaque près de la route numéro 12 à côté de la station balnéaire d'Elat qui avait coûté la vie à 7 Israéliens. On se souvient également des sabotages à répétition du gazoduc qui relie l'Égypte à Israël. C'était en 2011 et en 2012. Et puis les roquettes qu'on a l'habitude de voir généralement sur le sud d'Israël, sur Sderot, mais qui, pour la première fois, ont fait leur apparition donc, sur la station balnéaire d'Elat. Pas plus tard que le 31 janvier dernier, une roquette s'est abattue sur Elat, près d'un grand complexe hôtelier. Voilà, donc Ansar Bayt al-Maqdas, le nom revient souvent. C'est quoi exactement ce groupe ? Alors, il faut être tout à fait honnête avec nos téléspectateurs, on en sait encore très peu sur cette organisation. Quel est son organigramme, quelles sont ses capacités réelles. Ce qu'on sait, c'est que Ansar Bayt al-Maqdas, donc les partisans de Jérusalem, c'est un groupe djihadiste, salafiste, créé en 2011 dans le nord du Sinaï, près de la frontière avec la bande de Gaza, et qui profite, comme vous l'avez dit, du vide sécuritaire consécutif à la chute du président Moubarak. Alors c'est un groupe inspiré du salafisme. Alors le salafisme, qu'est-ce que c'est ? Eh bien le salafisme, c'est un mouvement sunnite qui revendique tout simplement un retour à l'islam des origines, à l'islam des premiers califats, si vous voulez, fondé sur le Coran et la Sunna. Donc pas question du tout de ramener la charia par les urnes, mais tout simplement par la violence. Alors qu'est-ce qui le compose ? Quels sont les membres de ce groupe, si on en sait plus ? Alors on estime que son noyau dur est constitué de fondamentalistes musulmans, puisque c'est un mouvement qui est affilié également à Al-Qaïda, donc des fondamentalistes musulmans qui veulent en découdre avec les pouvoirs laïques dans le monde arabe, qui viennent un peu partout au Proche-Orient, mais qui recrutent, et c'est là où le bas blesse, dans le rang des Bédouins, qui composent la majorité des 700 000 habitants de la péninsule du Sinaï. Et puis des Bédouins, vous savez Nathalie, qui ont toujours eu ce sentiment d'être des citoyens de seconde zone, des citoyens fortement discriminés, notamment dans l'accès à l'emploi, que ce soit dans le secteur touristique des villes balnéaires, mais également dans l'appareil sécuritaire régional. Les Bédouins qui en voulaient beaucoup à Hosni Moubarak, justement, de les avoir un peu écartés de l'appareil politique de l'État dans toutes ces institutions. Est-ce que ce groupe, il est lié d'une façon ou d'une autre à la confrérie des frères musulmans ? Alors on serait tenté de dire oui. Deux éléments pourraient nous conduire à penser que oui. D'abord, les autorités égyptiennes l'affirment. Les attentats dans le Sinaï pour les autorités égyptiennes visent tout simplement à déstabiliser le pouvoir et à venger la destitution de Morsi. Il est plus facile de lutter contre un ennemi lorsqu'il est clairement identifiable. Donc pour le général, le maréchal Al-Sisi, il est clair que c'est les frères musulmans qui sont à la manœuvre derrière ces attentats. Et puis, deuxième élément, comme leur nom l'indique, les partisans de Jérusalem, eh bien, pourraient être associés au Hamas. Et le Hamas, qui, je vous le rappelle, est une émanation des frères musulmans, créée donc par le cheikh Ahmed Yassine. C'est bien, tout est imbriqué dans la région. Alors, une question, Cyril, aujourd'hui. Pourquoi autant l'Égypte qu'Israël, finalement, ont tant de mal à éradiquer tous les actes terroristes qui sont perpétrés depuis la péninsule du Sinaï ? Il y a plusieurs éléments de réponse, on va très bien le voir sur cette carte. Tout d'abord, le Sinaï est démilitarisé, il faut s'en souvenir, est démilitarisé en vertu des accords israélo-égyptiens de Camp David en 1979, des accords qui ont en quelque sorte sanctuarisé la péninsule du Sinaï en tant que zone tampon entre l'Égypte et Israël. Et puis, le Sinaï, c'est également une région qui est éloignée du pouvoir central, qui lui est basé dans le delta du Nil, on le voit très bien sur cette carte. L'armée a donc le plus grand mal à déployer sa puissance militaire dans la péninsule. Et puis, dernier élément de réponse, la péninsule du Sinaï est une région montagneuse, escarpée, avec une vaste superficie, ce qui rend très très difficile la mission des militaires égyptiens qui connaissent très mal le terrain, contrairement aux Bédouins qui, on l'a vu, eux, connaissent quasiment chaque pierre de ce désert montagneux. Et donc voilà, une menace qu'on suivra de près sur i24 News. Merci Cyril d'avoir été avec nous ce matin. Abergil, Mentesh, Aboudboul, Domrani ou encore Mulner. Ces noms ne vous disent peut-être rien, et c'est tant mieux puisqu'ils sont les nouvelles cibles de l'État d'Israël, l'autre guerre du gouvernement israélien qui a vu ces derniers mois la multiplication de ces règlements de comptes mafieux, des clans qui utilisent des moyens, vous allez le voir, parfois militaires pour se livrer une guerre sans merci. Serge Dumont, bonjour, on va en reparler avec vous. Vous en parlez dans votre livre L'histoire vraie de la mafia israélienne. Juste avant, on fait un point, un rapide rappel des faits.
3 morts et 7 attentats au cours du mois dernier, le gouvernement israélien est déterminé à mettre fin au phénomène de violence mafieuse qui se propage dans le pays. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou au Conseil des ministres ce dimanche. Nous soutenons entièrement la police dans son action contre les organisations criminelles en utilisant les moyens existants ainsi que de nouvelles méthodes. Ce ne sont pas les citoyens d'Israël qui devraient avoir peur de marcher librement dans les rues, ce sont les membres, les leaders et les activistes des familles mafieuses qui devraient être inquiets. Ils doivent absolument être mis en prison et cela au plus vite. Le règlement de compte le plus récent remonte à pas plus tard que ce samedi. Un homme a été tué dans une fusillade. Des individus masqués ont tiré sur l'homme depuis leur voiture près du bord de mer de Tel Aviv. L'assassinat s'est déroulé en plein jour devant un grand nombre de passants. La victime a été identifiée par la police. Il s'agirait d'un criminel originaire de Jaffa, bien connu des forces de l'ordre. Malheureusement, nous avons fait l'expérience d'un crime très sérieux ce week-end. À Tel Aviv, des coups de feu ont été tirés et un homme est mort. Une fois de plus, nous voyons que ces événements sont liés à des crimes organisés. Les opérations de la police ont pris de l'ampleur en termes de renseignements afin de lutter contre ce type d'incidents et les empêcher de se reproduire à l'avenir. Nous voulons nous assurer que les rues soient sûres et qu'aucune personne innocente ne soit affectée. La semaine dernière, une cache de bombes et armes à feu ainsi que du matériel de surveillance digne d'une véritable agence de renseignement ont été saisis dans le sud d'Israël lors d'un raid contre une famille mafieuse qui, selon les enquêteurs, complotait des attaques visant des criminels rivaux. Parmi les technologies retrouvées, des traceurs de téléphones portables et des caméras espions. Les policiers israéliens ont été mis en état d'alerte pour appréhender d'autres attaques qui pourraient suivre. Voilà, c'est l'autre guerre du gouvernement israélien, une mafia, Serge Dumont, que vous décrivez comme très active. 3 caractéristiques. Cette mafia compte parmi les plus efficaces de la planète, les plus violentes et les moins connues. Oui, les moins connues, et pourtant, elle se développe depuis le début des années 50, en fait. Tout ce que l'on a vu là, ici, les attaques, etc., ça n'est qu'une longue suite et ça a débuté dans les années 50. Il y avait des liquidations, des voitures piégées, etc. Et ces gens-là ont toujours pu se développer. Et ce n'est qu'en 1976 qu'on a pris conscience de l'existence de cette mafia avec la création d'une commission d'enquête gouvernementale qui a décrit tout ce qui se passait. Malheureusement, depuis lors, il y a eu beaucoup de promesses, mais il n'y a jamais eu beaucoup de choses de faites. Et donc, ces gens-là se sont développés, ils ont pris de l'ampleur en Israël, mais en Europe, aux États-Unis, en Afrique du Sud. C'est ça, cette mafia, elle n'a rien à envier à Marseille, à la Sicile, à tous ces pays, toutes ces villes mafieuses. Un phénomène de grande ampleur, vous en parlez, quasi tentaculaire, ça se répand un peu partout dans le monde. Partout dans le monde, et pendant longtemps, jusqu'aux années 2000, c'était les rois mondiaux du trafic de l'ecstasy. Donc, dans le monde entier, c'était 2-3 Israéliens, dont le fameux Abergil, là dont vous parlez, qui contrôlaient tout le trafic. Mais il y a eu beaucoup d'autres choses, le trafic de diamants, le trafic de femmes aussi. Et ça, c'est assez triste parce qu'ils ont fait venir donc, des dizaines de milliers de femmes, des Biélorusses, des Ukrainiennes, etc., qu'ils ont fait tourner dans tout le Proche-Orient ici. Alors Israël, c'est la plateforme ça l'a été pendant longtemps, jusqu'en 2008 à peu près. Là, donc quand même, le gouvernement donc, a pris des mesures très très fortes, mais ça continue encore, mais de manière moindre. Mais ça continue encore. Alors, on parle de mesures qui ont été prises par le gouvernement, les gouvernements successifs israéliens, des mesures pas suffisantes. Non. Des mesures... Il y a une véritable volonté de la part d'Israël d'éradiquer. Oui, il y a une volonté, mais le problème, c'est que les sphères dirigeantes sont surtout focalisées sur les Palestiniens, le Hamas, l'Iran, etc. Et tout le reste compte moins. Mais alors, on sait lutter contre le terrorisme, on sait lutter dans le monde entier contre le nucléaire iranien ou le reste, mais contre ce qui se passe dans le pays, au sein même du pays, qui fait des victimes collatérales, ça, non. Oui, et pour une chose très simple, c'est que souvent, ces gens-là, on les arrête, mais on les libère 2-3 jours plus tard. On les arrête parce qu'il y a de bonnes informations, mais comme il n'y a pas de preuves, devant le juge, ça ne tient pas. Alors, comment c'est organisé, cette mafia? C'est des clans, c'est des familles? Oui, donc ce sont des clans. Il y a donc beaucoup de clans dans la majorité juive d'Israël, mais il y a aussi des clans parmi les Arabes
israélien. Et ce sont des clans qui parfois font des alliances, parfois s'entretuent. Alors ça, c'est intéressant. Là, pour le coup, il n'y a plus de conflit. Non. Ah non. Là, quand il s'agit de gagner des sous, tout le monde s'entend très bien. Et alors, donc, ce sont des alliances, par exemple, pour le contrôle de l'alimentation des grands hôtels. Donc, la fourniture des légumes, etc. Quelque chose que l'on ne sait pas, c'est le vol de sable. Ça marche très, très fort. Pas plus tard qu'hier, il y a une vingtaine de personnes qui ont été arrêtées parce qu'ils volaient du sable dans les dunes de Yavne. Alors, voler du sable, pourquoi ? Eh bien, pour fabriquer du béton. Quand c'est du sable volé, bon, d'abord, ça coûte moins cher, c'est de moindre qualité, et donc c'est du béton de moindre qualité qui est vendu pour construire toutes sortes de choses ici. Et l'une des familles mafieuses qui s'est le plus enrichie dans ça, c'est la famille de Shalom Domrani, qui est un gros parrain très puissant sur tout le sud d'Israël. Alors, il y a la restauration, il y a le sable, et puis il y a les bouteilles aussi. Il y a les bouteilles, donc la récupération, donc des vidanges, il y a la drogue, il y a la prostitution, il y a le racket sur de nombreux restaurants à Tel Aviv, Eilat, bon, etc. Et alors, il y a le blanchiment. Et elles brassent beaucoup d'argent, ces familles beaucoup d'argent, donc c'est des centaines de millions de shekels par an. Oui. Et alors, il y a beaucoup de blanchiment qui se fait soit par le biais de casinos qui partent d'Eilat sur des bateaux, soit par des casinos qui sont en Europe de l'Est, ou bien du blanchiment qui se fait par des agences de change. Il y a beaucoup d'agences de change ici, beaucoup trop, qui la plupart ne fonctionnent pas, ou en fait fonctionnent 2-3 heures par an. Elles ont sur leur façade une pancarte qui est mise avec l'autorisation du ministère des Finances. Ça, c'est de la vaste blague, parce que le ministère des Finances ne contrôle rien, et ça sert à blanchir des fonds. D'accord. Et ces clans, au fur et à mesure des années, est-ce qu'ils se sont militarisés ? Ah ben oui. Et en fait, il faut bien dire que la majorité de leurs armes, ça ne tombe pas du ciel, ça vient des entrepôts de Tsahal. Ils les volent. Il y a, comme partout, des soldats corrompus, des soldats drogués, etc. Ils volent des armes, ils les vendent. Pour arrondir la fin de mois. Oui. Serge Dumont, une question. L'élaboration de ce livre, elle a forcément demandé de pénétrer dans ces familles, dans ces clans. Comment vous avez fait pour mener votre enquête ? Alors, il y a toujours donc, le truc le plus simple, c'est donc, tout ce qui paraît dans la presse, etc., tout ce qu'il y avait dans les bibliothèques, mais ça ne suffisait pas. Alors, donc, j'ai commencé il y a 16 ans. Et j'ai fréquenté quelques avocats. Par les avocats, j'ai rencontré des anciens, sortis de prison, etc. Et au fil du temps, ils m'ont fait connaître des gens qui sont encore occupés dans ça. Et ils savaient que vous alliez publier un livre ? Non. Vous allez le publier en Israël ? Parce que pour l'instant, il est en français. Non. Non, ça va sortir en français seulement, peut-être en anglais, mais pas en hébreu, non. En tout cas, on retient le titre de votre livre, L'histoire vraie de la mafia israélienne, paru aux éditions La Manufacture de Livres. On voit donc la couverture à l'écran. Merci beaucoup, Serge Dumont, d'avoir été avec nous ce matin. À suivre dans votre morning, une devinette. Quel est le point commun entre des femmes, des motos et Marrakech? La réponse, Hassan Khadjadj. Je ne vous en dis pas plus, restez avec nous. Virginie Khalifa nous dit tout, juste après le journal. Retour sur le plateau d'i24 News pour la dernière partie de votre morning de ce matin. Avec moi, Virginie Khalifa, bonjour. Bonjour Nathalie. Alors Virginie, vous décidez ce matin de nous emmener au Maroc. On voyage un peu avec vous. Exactement, c'est exotique ce matin. C'est exotique, une expo photo particulièrement intéressante et plutôt insolite. Effectivement, il s'agit de l'exposition Kesh Angels. Alors c'est une exposition complètement décalée proposée par le photographe Hassan Khadjadj, dont les muses, tenez-vous bien Nathalie, ne sont tout autres que des motardes de Marrakech.
Marrakech. Alors ces photos marient traditionnels et contemporains avec, on peut le dire, une petite touche d'extravagance qui fait la particularité des clichés qui sont en ce moment même exposés à New York, au Taimour Grand Gallery, et ce jusqu'au 7 mars prochain. Si ça vous dit de vous y rendre, vous avez encore jusqu'au 7 mars. Alors on y voit des femmes portant des voiles à pois façon 60s, des djellabas colorés, des babouches de célèbres marques de sport. Des lunettes. Oui, non, mais je ne dirai rien. Des lunettes de soleil en forme de cœur, le tout dans des cadres en soda ou en faux Lego ou encore en produits alimentaires. Alors là, on le voit sur les photos, on a eu le droit aux babouches, au Asaf Avidan qui s'est incrusté, puisqu'on va en parler juste après. Alors les Kesh Angels s'inspirent des Hells Angels. Kesh, c'est tout simplement le diminutif de Marrakech. Ces femmes modernes sont à l'honneur et attirent l'œil, alors non seulement par leur drôle de tenue complètement extravagante, mais aussi par leur pose, seules ou en gang sur des motos. Alors c'est pas assez courant, c'est pas courant dans les pays arabes, mais ça représente en quelque sorte la femme moderne, celle qui assume son côté masculin. Alors elle reste pudique, elle est gentille, c'est une gentille rebelle. Une gentille rebelle, et on voit bien en tout cas le clin d'œil au pop art, c'est aussi intéressant dans le travail. Dans le travail de Hassan Rajad, alors montrer les femmes arabes, les femmes marocaines sous un autre angle, c'était ça aussi l'objectif de ce photographe. Effectivement, on avait envie de chambouler tous les stéréotypes, une envie de bouleverser les idées préconçues sur les femmes arabes, et quand on parle du Maroc, on a souvent l'impression que le pays est toujours en voie de développement, alors que les Marocains, ils sont ils sont dans le coup, ils sont modernes, et les femmes aussi le sont, même si elles sont voilées. Et l'artiste veut le montrer, c'est pour ça qu'il a utilisé, comme vous l'avez dit, des objets qu'on a vus aussi dans le pop art, des objets de tous les jours, des objets qui peuvent influencer les femmes, des couleurs assez dynamiques, et puis il y ajoute ces indicateurs culturels. Ce matin, je n'y arriverai pas, Nathalie, qui relient le Maroc et l'Angleterre où il réside aujourd'hui. Du coup, on y voit des modèles qui sont vêtus traditionnellement, mais leurs tenues sont plutôt cool, avec des marques internationales. Et puis, on nous montre que les femmes s'amusent à Marrakech. Marrakech qui, selon le photographe, est la ville de la moto. Eh bien oui, bien évidemment, les motos, c'est très tendance, et ça revient dans ces clichés, c'est très tendance en ce moment au Maroc. Alors c'est très tendance au Maroc, et puis en général dans les pays du Moyen-Orient, et selon le photographe, les femmes à Marrakech circulent beaucoup en moto, alors parfois par passion, mais aussi beaucoup par nécessité, comme pour la plus grande partie de la population. Alors à Marrakech, il fait beau, il fait chaud, les voitures, il y en a trop, on en a marre du trafic, alors la moto, c'est plus qu'une tendance, j'ai envie de vous dire que c'est aussi une solution. Une solution, une tradition, rien que ça ce matin. Alors on va quitter la photo un instant, Virginie, pour passer à la musique avec un artiste israélien qu'on a entreaperçu tout à l'heure et qui fait le tour de la toile. Il avait envie qu'on parle de lui un peu plus vite que prévu, mais maintenant c'est son tour. Il s'agit d'Asaf Avidan, ce chanteur israélien de 33 ans, s'est fait connaître en 2012 dans le monde entier grâce à son titre One Day, que je sais que vous connaissez et que vous aimez bien, et qui a fait aujourd'hui le tour du monde. Alors il a commencé sa carrière, je vous le rappelle, à Jérusalem, j'en ai déjà parlé, mais je vous le répète, ça s'est passé en 2006, il s'est lancé avec son groupe Les Mojo, et puis ensuite, c'est en solo qu'il s'est épanoui dans son art, la musique rock-folk, avec une voix assez particulière, un timbre qui l'a fait connaître dans le monde entier. Et puis aujourd'hui, si je vous en parle, c'est par rapport à sa reprise d'Amy Winehouse. Le titre Back to Black est un succès dans le pays, et c'est pour ça que j'ai décidé de vous le présenter. Je vous propose de l'écouter tout de suite. Et voilà donc pour Asaf Avidan. Exactement. Voilà, on y reviendra tout à l'heure. On parlera également des Rolling Stones avec vous, Virginie. Restez sur ce plateau. Tout de suite, un rappel des titres. Reprise aujourd'hui des négociations sur le nucléaire iranien à Vienne avec les grandes puissances occidentales. Et notez cette déclaration hier de l'ayatollah Ali Khamenei. Pour lui, les négociations sur le nucléaire ne mèneront nulle part. Une déclaration qui jette un froid à Mohammad Javad Zarif, ministre iranien des Affaires étrangères, qui a donné le ton lors d'une rencontre avec Catherine Ashton. L'Iran ne renoncera pas à son droit au nucléaire.
Plus tôt dans la journée d'hier, Mehdi Sanaé, ambassadeur de la République islamique à Moscou, a annoncé que l'Iran négociait la construction par la Russie d'un nouveau réacteur en échange de pétrole. La Russie qui est, entre autres, vous le savez, le principal constructeur de la centrale de Boucher. Le président palestinien Mahmoud Abbas et le chef de la diplomatie américaine John Kerry se rencontreront demain à Paris. Les deux hommes poursuivront les échanges entamés ces dernières semaines sur les négociations de paix avec Israël. John Kerry qui est d'ailleurs attendu à la fin du mois dans la région pour y proposer un projet d'accord. Et puis le mot est dit à l'ONU pour les Nations Unies. Les atrocités commises sous le régime de Kim Jong-un en Corée du Nord rappellent celles commises par les nazis et leurs alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans son rapport, l'enquête de l'ONU a menacé hier de poursuivre devant la Cour pénale internationale plusieurs responsables nord-coréens, y compris le président Kim Jong-un. Voilà donc pour l'essentiel des titres de cette matinée. On passe tout de suite à la revue du web présentée par Rudy Saada. Bonjour Rudy, merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Alors on va parler des réactions à l'international après la nomination à la tête du gouvernement italien de Matteo Renzi. Et oui, il devient le plus jeune chef de gouvernement européen, Matteo Renzi, 39 ans. Alors il vient du monde de la publicité et c'est un des chouchous des médias italiens. Il est maire de Florence depuis 4 ans et fait partie des 5 maires les plus populaires d'Italie. Alors on le dit, fonceur, très ambitieux et aussi addict à Twitter. Et en effet, il tweete les moindres faits et gestes de sa vie. Regardez plutôt 3700 tweets à son actif. C'est un ultra communicant que les internautes voient donc débarquer à la tête du gouvernement italien ce matin. Alors ce qu'il faut dire, c'est qu'il est arrivé au pouvoir après avoir voté une motion de destitution du précédent chef de gouvernement, Enrico Letta, pourtant du même parti, un social-démocrate. Et oui, et c'est bien ce que lui reprochent ses détracteurs sur Internet. On retrouve très souvent le terme en italien de coup d'État légal et on lui reproche donc de ne pas être passé par les urnes, comme on peut le voir on va le voir sur une autre infographie. Alors là, on le découvre, on savait que Enrico, on le voit sur cette infographie où il a mis finalement le gouvernement dans une urne, mais une urne funéraire, alors qu'il avait promis de respecter le mandat d'Enrico Letta, qui est donc, vous l'avez dit, de son propre parti. Alors sur Twitter francophone, on découvre le personnage et voilà ce tweet qui résume bien ce mélange de fascination et de méfiance. Il est signé Philippe Venn. D'Enrico Letta, on savait qu'il était europhile et rigoureux. De Matteo Renzi, on a juste compris qu'il était ambitieux. Donc on le dit, chouchou des marchés, bon communicant. Il avait d'ailleurs quelques mois fait la une du Vanity Fair italien. Est-ce que tout ça ne vous rappelle rien? Oui, Berlusconi peut-être. Vaguement, oui. Et oui, évidemment, Berlusconi, on retrouve beaucoup le personnage de Renzusconi, une sorte de mix entre l'ancien chef déchu du gouvernement italien et la nouvelle star de la gauche italienne. Renzusconi, il a même sa page Facebook où c'est un mix, on retrouve son visage avec ce compte parodique. Et parmi les nombreux photomontages qu'on peut trouver sur le web italien notamment, Renzusconi, celui-ci est particulièrement réussi, c'est le détournement de la couverture du fameux livre, le portrait de Dorian Gray. Et vous voyez qui apparaît dans le reflet du miroir, Il Cavaliere, bien sûr. En tout cas, l'homme pressé, c'est son surnom, a promis d'agir vite dans une Italie qui sort timidement de la crise. À suivre fort est à parier que Matteo Renzi va devenir une star du web dans les semaines qui viennent. Il a tout pour. Et en tout cas, on le suivra ici sur i24 News. Allez, de l'Italie, on part au Venezuela où la révolte gronde et Twitter accuse directement le gouvernement de censurer les réseaux sociaux. Oui, cela fait plus d'une dizaine de jours que le Venezuela est le théâtre de manifestations antigouvernementales. Alors on a désormais l'habitude, chaque mouvement de contestation est relayé et amplifié même par les réseaux sociaux. Et c'est ce que semble avoir compris le gouvernement vénézuélien. Ils ont été formellement accusés vendredi dernier par Twitter d'avoir bloqué les photos postées par les manifestants. Certains utilisateurs vénézuéliens de Twitter s'étaient plaints directement sur le réseau social que des photos des manifestations ne soient pas visibles via l'opérateur CanTV, c'est l'opérateur en fait public. Alors Twitter a réagi de deux manières. Ils ont mis à disposition de leurs utilisateurs un système de texto qui permettait en fait de contourner cette censure et d'être sûr que ce genre de photos puisse passer. On a pu voir apparaître donc ces images très graphiques et regardez, c'est fait pour Internet avec ce grand SOS qu'on a vu plusieurs fois. Donc c'est graphiquement formaté pour faire le buzz sur Internet et également ces images de guérilla urbaine
qu'on ne voit pas à la télévision vénézuélienne par peur de représailles. Et donc on voit l'intensité de la mobilisation et le gouvernement a été invectivé par Twitter, donc par le représentant de Twitter via un communiqué à l'AFP, et ils ont réfuté tout soupçon de censure. Officiellement. On suivra ces développements. Tout à l'heure, avec Virginie, on parlait des femmes marocaines en moto et en babouche. On va rester sur Twitter avec un hashtag, un mot-clé qui porte les revendications des femmes musulmanes, cette fois prises en étau entre les féministes occidentales et puis les islamistes. Ce mouvement s'appelle hashtag Life of Muslim Féministe. Il a été lancé par une étudiante en Angleterre, mademoiselle Shahid. Et alors pour elle, l'islam et le féminisme sont parfaitement compatibles. Depuis, beaucoup de femmes ont rejoint ce mouvement et se disent donc être en otage entre les féministes occidentales qui veulent leur ôter le voile et les intégristes islamistes, des revendications qu'on voit sur ce tweet, sur ce dessin, coincé entre l'Orient. On l'a vu sur ce dessin, puis vous voyez ce tweet coincé entre l'orientalisme et l'islamophobie des féministes blanches et la misogynie au sein de notre propre communauté. L'idée en fait est de dire que porter le voile peut être donc une forme de féminisme, en tout cas un choix. Ce mouvement est né après la publication de l'étude dont Cyril Amar avait parlé sur ce plateau sur le port du voile, et beaucoup de mouvements internet militants pour changer les clichés sur les femmes voilées sont apparus. On a eu par exemple il y a quelques temps Hijab for Men ou World Hijab Day, donc on voit qu'il y a un frémissement sur cette question sur internet. Et ce serait intéressant de voir ce que Hassan Rajaj en pense dans ces clichés où il montre ces femmes voilées, puis elles s'assument, elles sont très féminines, elles sont heureuses, donc je pense qu'effectivement il ne faut pas choisir entre les deux extrêmes, on peut être entre les deux aussi. Donc, c'est ce qu'elle revendique. On va terminer, Rudy, avec une vidéo de chat. Il y en a une ce matin. Oui, inutile de vous dire à quel point les chats sont inévitables sur Internet. Voilà, chaque vidéo de Lolcat fait des centaines de milliers de vues sur le web. Et les publicitaires l'ont bien compris, et une marque britannique, McVitie's, a décidé de remplacer tout simplement leurs biscuits par des bébés chats. Efficacité immédiate, 880 000 vues en quelques jours. On regarde. McVitie's Chocolate Digestives, the chocolatey snuggle of McVitie's. Sweet. Voilà. C'est très mignon, c'est très doux. Alors, à noter quand même qu'une autre version existe avec des petits chiots et que les publicitaires planchent également sur l'idée de faire sortir une Virginie Khalifa d'un paquet de biscuits à suivre. Oh, elle était facile. On peut faire la même avec Rudy Saada ou pas? Oui, j'aurais plus de mal à passer. J'essaierai de faire un montage. Très bien. Bon, justement, on va terminer avec Virginie. On va parler des Rolling Stones. Ils viennent bientôt à Tel Aviv. Ils ne sortent d'aucune boîte de cadeaux, mais ils viennent bientôt à Tel Aviv. Alors, le groupe Légende du rock sera présent le 10 juin à Ramat Gan. Ça y est, c'est officiel. Jusqu'ici, on se posait encore la question. Vous ne pas nous la déconcentrer? Non, pas du tout. Non, jamais. Alors, c'est la production Live Nation qui les ramène dans le pays. Alors, cette visite à Tel Aviv s'inscrit dans le cadre de leur tournée 40 on Fire qui va commencer à Abu Dhabi le 21 février, donc dans 3 jours. Alors, cette visite est très, très attendue dans le pays. Voilà, je voulais parler de... Vous m'avez perturbé, bravo, voilà. Alors, en train d'imaginer des Rolling Stones qui sortent d'un paquet de biscuits, elle est pas très bien. C'est ça, je suis pas bien du tout. Non, et en fait, pourquoi je parlais de Paris? Parce qu'effectivement, la semaine dernière, ils avaient livré, pour promouvoir cette tournée, un concert privé avec 27 fans à Bondy. Alors, ça s'est passé dans les studios de Planet Live lors d'une répétition du groupe. Donc, d'où mon Paris pays. Donc, ils seront en Israël le 10 juin, si vous voulez. En Israël, Rudy, vous allez y aller? Oui, c'est quelque chose. Vous êtes fan? Non, je suis pas fan, mais c'est quelque chose qu'il faut absolument voir une fois dans sa vie, donc c'est j'irai. Comme Charles Aznavour, par exemple. En tout cas, on y sera. Merci Virginie, avec merci plaisir. à vous Rudy d'avoir été avec nous ce matin. Merci à ceux qui ont réalisé cette émission. On va se quitter en musique avec les Rolling Stones. Quant à moi, je vous dis à demain.